Kalpana, je suis tellement contente qu'on puisse avoir cette conversation. Il me semble que ça fait très longtemps qu'on aurait dû Mhm. prendre un temps privilégié comme celui qu'on a aujourd'hui. Oui, oui. C'est vrai, parce qu'on s'est connus de loin un peu. De trop loin. Oui, un peu entremise des étudiants, des fois. Oui, oui. Et puis, donc, ça ne s'est jamais présenté le moment. Non, Mhm. pas Oui, vraiment. Quelques rencontres de colloques, mais c'est un oui, peu, oui, un passage. Hein, c'est c'est ça. ça, furtif, trop furtif. Oui, Mais oui. j'ai toujours eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont manifesté énormément d'estime pour Mhm. ton action, ton travail, ta Mhm. réflexion. Et j'avoue que j'étais impressionnée. Ah bon? Les fois qu'on s'est rencontrés, j'étais un peu gênée, Eh bien, intimidée eh bien. de m'approcher et de dire, est-ce qu'on pourrait converser? Oui, 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 oui. Mais tu vois, moi, j'avais vraiment très peu de connaissances ce que tu as fait, qu'est-ce que tu es, puis de loin, je sais que tu es prof, tu as enseigné, puis tes étudiants parlaient de toi, et ça a arrêté là. Mhm. Euh, mais c'est toute une découverte, là, ce projet-là. Oui, C'est pour moi, c'est une découverte que je te découvre. oui. Le Euh, rassemblement des figurines hein, dans mhm, l'action d'archéopoétique oui, que je développe depuis un certain temps. oui, et je ne savais pas ton côté artistique, et que tu pratiquais de l'art aussi. Mhm, mhm. Ça, je ne savais pas. Ouais. Je trouve ça bien qu'on puisse échanger autour des questions qui touchent la diversité, surtout la pluralité, en partant d'une expérience artistique, mais qui pour moi est aussi profondément anthropologique et philosophique, Mhm, puisque l'idée de cette expo, c'est quand même de mettre en scène euh, une forme de pluralité et de cohabitation euh, qui touche la question de la diversité profonde, qui n'est pas quelques traits culturels, n'est-ce pas, mhm, qu'on attribue à un groupe ou à un autre, mais qui dit nous sommes diversité, hein, mhm, nous sommes pluriels, mhm. chacun de nous. Ouais. Et le geste, hein, dans certains milieux, on va dire le geste performatif, hein, le Mhm, geste qui crée la pluralité en le faisant finalement, en faisant advenir ces figurines, ces visages. Euh, il est un geste d'affirmation euh, de la pluralité et de mhm. notre pluralité. Cet chemin qui t'a pris archéopoétique, j'aimerais un peu plus attendre un peu plus sur Oui, ça. oui. Ça signifie quoi, Oui, poétique? c'est une manière de nommer finalement le fait, c'est très simple, hein, c'est de dire dans une science qui est celle de l'archéologie, bon, je m'intéresse aussi à l'archéologie comme qui fait partie de l'anthropologie, qui fait, hein, on sait ça, et aux civilisations, hein, aux univers qui font partie de notre mémoire, de notre histoire, mais questionne aussi de regarder les restes d'humanité. Ça questionne pour moi sur le maintenant, le devenir de ce que Mhm, nous sommes, les difficultés que nous vivons sur cette planète, les difficultés de cohabitation qui mhm, sont manifestes de toutes sortes de manières. Donc, la référence à l'archéologie, elle est métaphorique. mhm, Hein, c'est une référence qui me permet de travailler cette question, cette idée de diversité profonde. Et poétique, c'est pour dire ce n'est pas de l'archéologie, c'est une mhm, archéopoétique. mhm. Donc, une manière de puiser à même l'imaginaire archéologique pour présenter un certain nombre, des propositions hein, Mhm. de réflexion, Mhm. même de méditation sur ce que nous sommes, nous voulons être, nous pourrions être. Oui, oui. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant
bien sûr, quand on regarde quelque chose, une création de quelqu'un, une première impression, c'est un voyage, un voyage personnel. À travers filière, disons, archéologique. Le voyage personnel et représenter ce qui ce voyage personnel amène sur la question de la diversité, par création de ces petites figurines. Je trouvais ça très, très intéressant. Moi, la première question, je posais, est-ce que tu avais déjà une idée? Donc, première question qui est venue à ma tête, est-ce que c'était préconçu ou ça apparaît? Pas trop prémédité. Prémédité, oui. Pas trop. Au sens où ce qui était important, justement, de faire vivre, de vivre et de faire vivre la pluralité, c'était qu'à chaque fois, la forme, justement, n'était pas décidée. J'avais le visage en tête, sous toutes sortes de formats. Ça peut entrer dans le masque, ça peut entrer dans des visages brisés, comme on a des pièces archéologiques qui montrent des objets incomplets, qui est aussi une métaphore pour parler de nous, hein? Des êtres, on suppose, perfectibles. On aimerait. Et donc, le geste, il devait au contraire se laisser aller complètement vers l'affirmation vraiment gestuelle de l'unicité de chaque être, d'une manière, mais aussi aucun ne devait ressembler à l'autre. Donc, ce qui allait venir était le meilleur chemin à suivre pour moi. C'était de suivre. Je bouge un peu la main, je vois un regard qui apparaît, je le suis. C'est pas, je ne décide pas. C'est la forme et c'est le mouvement qui vont s'imposer que je vais essayer de suivre dans la mesure du possible, avec mes limitations, parce que je ne suis pas sculpteur, je n'ai pas suivi de formation pour faire ce genre de travail. C'est vraiment un geste. C'est matière brute. Oui, c'est matière brute et c'est voulu comme ça. Et c'est voulu aussi quand même avec les imperfections. Bon, il y a du travail pour perfectionner quand même certaines formes, mais je les ai voulues comme ça parce que je pense que nous sommes... cette question de la pluralité, elle est d'une très grande complexité. Nous la reconnaissons de plus en plus dans le monde dans lequel nous vivons, mais cette reconnaissance-là de la pluralité, c'est encore un travail immense à faire à l'échelle de toutes les sociétés, comme les droits de la personne. C'est jamais achevé, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est un travail. Et je crois que le travail aussi d'élaboration de ces figurines, il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de l'idée, j'entre dans cette pluralité, mais dans cette imperfection, puis aussi dans la singularité, et aussi dans quelque chose qu'on peut appeler le moindre geste, la plus petite ligne, le presque rien, qui est aussi un peu de nous. Pour marcher, il faut marcher, c'est pas long, il faut marcher, puis en voyageant, on découvre des différents visages, différentes figurines. Donc ça, c'est quelque chose qui restait avec moi. Tu as entrepris un voyage. Oui. Voyage intérieur. Exactement. Et puis à la découverte de quelque chose qui nomme la diversité. Et là, c'est sentiment à côté, l'autre côté aussi, pour regarder en tant que de figurines. Bien sûr, j'ai vu à première vue, on ne voit pas la différence beaucoup. La différence n'apparaît pas beaucoup. Elles sont infimes souvent. Oui. Et là, quand tu approches, tu vas plus près de regarder. En général, ça m'a laissé le sentiment
de certaines obscurités, une dimension obscure. Et ça, probablement, je suis un peu sensible vers ce genre de cheminement intérieur qu'on peut entreprendre. Et on va vers l'obscurité. Tu nommais ça comme inquiétude. Oui. Moi, ça me laissait comme une certaine tristesse dans le visage. Donc, tu parles de... On n'est pas parfait, on est des êtres cassés des fois, pour différentes raisons. Et je trouvais ça très, très évident, ce côté-là, obscurité et la souffrance, disons, souffrance des humains à travers des âges. Donc ça évoquait ces sentiments-là chez moi. Je crois que c'est juste. Il y a quelque chose de très juste dans ce que tu dis. En même temps, certains visages sont dans une sorte d'état de grâce. Hein? Certains sont beaucoup plus neutres, certains sont masqués, certains on ne sait pas trop, le visage est presque pas là, comme si c'était effacé, hein, un peu comme des pièces archéologiques. Mais oui, on peut dire qu'il y a, pour un certain nombre, hein, une certaine tristesse, peut-être celle de ne pas toujours être capable d'atteindre, hein, de rejoindre le monde qu'on aimerait créer, qu'on aimerait voir apparaître hein, le plus fortement possible, justement au cœur d'une pluralité assumée hein, de cette humanité qui vit une époque inquiète. Et c'est pour ça que ces figurines, bon, je parle de l'inquiétude, mais je reçois très bien ce que tu dis. Donc cette inquiétude, elle est portée, c'est un regard sur le monde, c'est un regard sur, bon, il faut quand même dire... Sur l'état des choses. C'est l'état des choses, c'est l'état de l'écologie, c'est l'état des questions de violence. Actuellement, c'est l'état du politique, qui est quand même... c'est un moment très, très particulier où l'espoir n'est pas toujours permis. À partir de ton expérience et de ton contact avec, bon, le lien avec tes origines quand même, comment la souffrance, tu la rencontres pour toi-même et dans cette œuvre, c'est une manière de parler de toi? Je pense que la souffrance dans le pensée hindou et bouddhiste, c'est le livre, cheminement spirituel en passant à travers la souffrance. Souffrance, c'est, bon, dans la pensée bouddhiste, on va dire, naissance est une souffrance. Quand on arrive, la mère souffre beaucoup, qui en souffre beaucoup, pour nous mettre au monde. Et puis, après ça, il y a la mort, il y a la maladie. Qui affecte notre corps. Ça, c'est corporel, la souffrance corporelle qu'on peut vivre. La dernière chose, c'est la mortalité. Donc, ça, c'est ça la base le trajet de la vie. Mais au cœur de ça, c'est comment dépasser cette souffrance-là dans notre vie quotidienne. C'est pas que nier la souffrance, mais comment vivre la souffrance. Est-ce que c'est pas que la souffrance, dans le contexte spirituel et philosophique que tu évoques, elle est inhérente, à la condition humaine. Oui. Et au fond, si je reporte cette pensée-là sur les figurines, je dirais oui, tout à fait. Quand Gilles Bibeau me dit, il réfère à la souffrance, mais je n'ai pas l'impression qu'il dit la même chose que ce que tu me dis. Il dit, ah, mais tes êtres, ils ont quelque chose de torturé. Mais je dis, mais non,
Et je ne le vis pas comme ça, pas du tout, pas du tout. Je ne le vois pas comme ça. Et je me dis, si on assumait davantage la souffrance et l'infinitude, notre infinitude et notre imperfection, peut-être qu'il y aurait un peu moins de certitude et un peu plus de connaissances. Et un peu plus d'interconnaissance entre les êtres et entre les groupes, je crois. C'est inhérent, c'est ancré dans la vie. Sans souffrance, il n'y a pas de vie. Donc, ce que j'allais dire, c'est souffrance, c'est pas quelque chose de négatif. Si je me fais un peu de mon trajectoire à travers l'Occident, et en arrivant ici, je vois comment on essaie d'éviter la souffrance. Ça m'a toujours fascinée. On a besoin de vaincre la maladie, on a besoin de vaincre la mort. Et à un moment donné, quelque part, on a besoin de prendre la distance en disant que la souffrance, ça fait partie de la vie quotidienne. On peut en souffrir de n'importe quoi. C'est au niveau de notre âme, au niveau de notre mental, souffrance mentale. Et ça, c'est partout. C'est ça qui nous définit et ce que ça veut nous définir, c'est comment on va vivre ces souffrances-là. Et ça fait toute la différence. Et quand je vois ton œuvre, ça pas m'a effrayé en disant qu'ils sont torturés, mais ça exprime comme un genre de condition humaine. Oui. Condition humaine, et être sensible à ça, et ce qui ça me plaît beaucoup, et c'est ça qui nous emmène vers la compassion. La compassion vers tout ce qui existe, pas seulement l'humain. C'est tout ce qui existe, tous les êtres existent dans l'univers. J'aime beaucoup cette façon de dire les choses. Je la reçois très positivement. Et autour de la compassion, ça me permet de dire un élément supplémentaire, que dans le contexte de l'élaboration des figurines, il y avait quand même tout ce travail de regard, comme si chaque figurine était un miroir pour moi. Et à chaque fois, de répéter ce geste. Et c'était comme un geste artistique, mais rituel aussi. Il y a quelque chose, parce que c'est une œuvre en mouvement, là, de spirituel aussi. Et la question de prendre soin de chacun et de chacune de ces êtres-là prend une dimension effectivement spirituelle et peut amener à la compassion. C'est pour ça que les gens peuvent s'asseoir, méditer éventuellement, être amenés à se rapprocher un peu de cette expérience et qui nous amène sur le terrain de la compassion. Mais de la compassion, de se dire, est-ce qu'on peut au-delà, je dirais, toutes les formes de guerroiement, je vais dire ça comme ça, est-ce qu'on peut s'approcher, et pour moi ça c'est spirituel, mais c'est aussi anthropologique, de dire, on accepte d'être différence, on accepte de la pluralité, on accepte aussi de quelque chose qui est notre infinitude, et dans cette infinitude-là, il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du manque, et de faire un travail intérieur qui s'exprime là-dedans. Pour moi, on va rencontrer un peu plus d'amour. Amour, okay. Parce que je crois que pour parler de compassion, il faut quand même rentrer dans cette zone affective complexe, et se dire, quand on travaille sur et toi avec toute l'expérience que tu as, sur la diversité, sur l'interculturalité, sur l'interculturel,
n'est-ce pas ça prend d'accepter qu'on ne sait pas tout, d'accepter le risque de la rencontre, d'accepter d'aller parfois un petit peu à l'aveugle dans des zones de relations où est-ce qu'on n'a pas tous les conforts qui sont permis, on n'a pas tous les cadres qui sont établis. On essaie un peu aussi. C'est ça, interculturel, rencontre de l'autre, c'est toujours déstabilisant, dérangeant, mais en même temps c'est libératrice. Je pense. Donc c'est ça le côté qu'on oublie. On arrête ce qui nous dérange. La différence nous dérange. Donc on ne veut pas le voir. Quand on souffrance, on ne veut pas voir. On va éliminer la souffrance. Et en même temps, ce que je vois là, à l'heure actuelle, là, quand on parle de notre société comme diverse et tout ça, mais cette diversité par l'angle de souffrance, de discrimination, de racisme, et on a besoin de soit enlever ces différences qui n'existent pas. Moi, j'ai tout un discours là-dessus, qu'on va enlever les différences, que tout le monde devient pareil, c'est uniformiser le monde, et ça va avoir moins de problèmes. Donc ça, c'est un peu très simpliste. Très simpliste. À dire, mais c'est ça, beaucoup de postures de ce genre-là, que les gens qui agissent sur la question de la différence à l'heure actuelle, sur la question de la diversité à l'heure actuelle. Moi, je viens je prends un autre chemin. Et tu as pris le chemin d'archéologie qui t'a inspiré. Cette fois-ci. Oui, cette fois-ci, mais ce que j'ai vu, là, bien sûr, chaque personne est tout un mystère. On découvre un petit peu à la fois. Bon, c'est ça que j'ai découvert jusqu'ici. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est l'archéologie qui est le chemin qui t'a pris. Et à travers ce chemin-là, ça évoque de traces de l'humanité à travers les âges. Oui. Et c'est ça probablement que tu veux dire, là, ça va jusqu'où, là, tu sais, c'est tellement profond, ça va loin. Est-ce que c'est ça qui est dans ton esprit? Oui, absolument, absolument. Donc, j'ai été dérangée ces dernières années, et peut-être avant, mais beaucoup par des discours assez superficiels sur la diversité. Je vais l'appeler ordinaire, celle des médias, et dérangée aussi par les débats actuels, qui nous amènent parfois dans une version très réductrice, par exemple avec une certaine forme d'intersectionnel, où est-ce que là, tout est un petit peu mécanique, comme regard sur la diversité et les inégalités. Ça m'a beaucoup fatiguée et j'ai trouvé que le langage des sciences sociales, parfois, manque de sensibilité pour entrer dans ce que j'appelle la diversité profonde. Et la métaphore archéologique m'apparaît intéressante. Bon, je ne suis pas la première personne à utiliser une telle métaphore, là, mais effectivement que notre diversité, comme humanité, le nôtre, elle s'est élaborée sur des couches et des couches et des couches et des couches et des couches d'histoire et de poussière, d'apparition et de disparition, de monde au pluriel. Et c'est un peu comme si j'imaginais le monde en strates. Je vois ce qui se passe dans les dessous. Nous marchons sur la diversité de manière inconsciente, puisque quand on parle d'archéologie, c'est quelque part le monde d'en dessous. Nous incarnons, et nous sommes faits de couches de diversité multiples. Et on n'a pas parlé du monde des esprits, du monde des êtres non humains, qui peuplent aussi
notre monde et les mondes et le monde vivant. Hein? Alors, Mais c'est ça beaucoup de niveaux. Oui. Mais c'est ça que ça m'a pas intrigué, c'est intéressant. C'est à travers, tu parles de diversité, à travers la métaphore archéologie, mais archéologie qui parle pas seulement des humains, d'autres êtres non humains aussi, mais en même temps, tu as pris le chemin des humains. Oh, j'ai pris celui-là. Oui. Donc, tu as vu la trace humaine à travers l'âge qui t'amène à voir, à travers ça, voir la diversité, à travers cette lunette-là, cette filtre avec qui on a essayé de comprendre le monde. Et là, pour moi, la diversité, c'est comme dans le pensée, dans l'ambiance philosophique, dans l'environnement philosophique spirituel, on peut dire, parce qu'on ne peut pas séparer spirituel et la vie quotidienne dans la culture dans laquelle je suis née. Donc, c'est le fondement de ça, c'est cette tradition-là. C'est le monde est divers, c'est le fondement de toute existence. Il n'y a pas une diversité à côté. Non, diversité, le fondement. Oui. C'est ça qui le monde, et puis beaucoup plus, en tout cas philosophiquement parlant, la réalité qui exprime la réalité de toute existence, ça exprime en multiples façons, de multiples, des divers êtres vivants, et humain fait partie de cette diversité. Il n'y a pas de diversité à côté. Les humains font partie de cette diversité de l'existence. Ça me rejoint complètement, ce que tu dis, complètement. Et là, on peut dire la croyance, entre guillemets, parce que ce n'est pas la croyance. Chez les hindous, on ne parle pas de croyance comme telle. Donc, on est né là-dedans. Et mon expérience de la diversité, c'est d'abord, la source vient de là. Et la représentation qu'on dit de différentes... on dit les hindous là, sont des polythéistes. C'est tellement aberrant, comme ça, c'est connu maintenant, c'est accepté comme des discours académiques des anthropologues, de indologues, on parle qui fait que cette réalité est faite de multiplicité. Cette réalité est faite de diversité. Donc, une divinité peut avoir différents visages. Et les gens ne comprennent pas, ils se parlent là-dedans. Donc, on peut multiplier. Mais chez nous, c'est rapport à quelque chose de plus grand. C'est plus grand, c'est manifeste à telle façon, multiples façons. Donc, j'étais comme mentalité ou psychologiquement, et pas seulement ça, notre cadre mental est bien imbibé de ça. C'est encadré là-dedans. Donc, on voit le monde divers. Toujours, on ne peut pas être deux choses ne peuvent pas être pareilles. Ça, c'est quelque chose comme accepté et dans la vie quotidienne. Et ma mère a toujours disait, regarde ta main, les 5 doigts ne sont pas pareils. Donc, il n'y a rien qui est pareil, il y a nous deux choses. Donc, ça, c'est un des fondements. Et pour moi, aussi, c'est le cosmos qui est l'ordre de la diversité dans lequel c'est inscrit. C'est intrinsèque de le cosmos, dans la nature. Quand on prend la marche dans la nature, on marche dans la diversité, on passe à travers la diversité. Exact. C'est des rivières, des arbres, des insectes, les sons, les oiseaux. C'est partout, chaque instance qu'on a la diversité. Donc, pour nier cette réalité, et après ça, on va dire, quand on vient voir la diversité chez les humains, et ça fait tout un problème. Mais voilà. Donc, comment on va vivre avec cette diversité-là, c'est ça le défi du temps.
Maintenant, pour moi, la façon aussi, comment nous parlons de la diversité. Tu parles de diversité profonde. Oui. Moi, je parle de diversité intrinsèque, inhérente de la réalité. C'est, pour moi, ça se rejoint. Oui. Tout à fait. Oui. Oui. Il y a tant de choses on peut dire la façon qu'on parle de la diversité. Et là, moi, je pense que si on a besoin, pas si, nous avons besoin de se faire interpeller, comment on va parler de la diversité? Je pense qu'on a besoin de travailler là-dessus beaucoup dans le contexte d'aujourd'hui. Oui. Et puis pour moi, il y a différents mots qu'on utilise, un qui substitue l'autre, des fois on ne sait pas exactement c'est quoi on veut dire. Mm-hmm. On utilise le mot diversité. Diversité fondamentalement qui indique une différence. On parle de pluralité. Pluralité peut être quelque chose, plusieurs qui existent. Un peu la même chose peut être là, un à côté de l'autre. Pas nécessairement, c'est aussi la différence, ça parle de différence, mais c'est une différence qui peut être à l'intérieur d'une seule chose aussi. C'est pluralité. De numerous, en anglais on peut dire numerous. On parle de variété des choses, on parle de multiplicité et multiple, comme on parle de multiculturel. Et tout cela, différentes façons qu'on parle, mais ce ne sont pas des choses... le sens de ces mots-là, on a besoin de faire un peu attention quand on oui, utilise. Parce qu'ils ne veulent pas tous dire la même chose. Pas tous disent la même chose. La référence n'est pas nécessairement la même. Et rarement, je crois, dans le langage courant et dans ce qui domine autour des débats et des discussions qui touchent la diversité, on parle de diversité intrinsèque ou de diversité profonde. Je ne crois pas que ce langage-là soit très répandu. Non, pas du tout. Pas du tout. D'après moi, là, je ne le vois pas. Et quand on évoque ça, on évite, on essaie de passer à côté. C'est pas vrai, parce que ça évoque pas là, tout le de problème qu'on vit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ça. Tandis que tu peux voir, c'est le tout cela qui nous peut apporter certaines réponses si on ne regarde pas de cet angle-là, pas seulement à ce niveau-là. Et maintenant, pour moi, il y a aussi la chose personnelle, mon discours, mon regard sur la diversité, c'est aussi la source de ça, c'est aussi l'histoire coloniale. Je ne peux pas dissocier la façon que je vais formuler mes idées, mes sentiments, mon expérience et l'expérience du colonialisme. Et ce n'est pas seulement en tant qu'un peuple qui a été colonisé. Bon, on a été 2 fois, il y avait 500 ans de domination islamique, donc on a reçu beaucoup, mais on a aussi tout ce qui comporte la domination d'un autre peuple sur l'autre. On a vécu ça pendant 500 ans, mais après, ça a suivi par le colonialisme moderne. On peut dire cette histoire de 500 ans, 5 siècles, qu'on ne peut pas escamoter, parce que le monde est encadré là-dedans. C'est ça dans lequel, dans ces cadres coloniaux qu'on vit. Et des fois, moi, je dis qu'on ne peut pas parler de la diversité ici, localement, sans regarder, pas seulement sans regarder, sans nous fonder dans ce cadre mondial, à l'échelle globale de ce cadre dans lequel nous sommes encadrés, des cadres coloniaux.
bon, ça a pris plusieurs phases. Il y a le colonialisme religieux-politique, ça a commencé. Après ça, bon, économique, ça a amené petit à petit aussi l'économie et politique, ça a entré aussi en même temps, dans le camp de l'Inde. Mais partout. Donc, c'est commençant avec la théorie de découverte de nouveaux mondes, le Discovery Theory, qu'on a commencé dans l'Amérique. Et puis, ce qui reprend pendant. Donc, on est dans ce cadre-là. C'est ça la nouveauté, parce que l'interaction entre les peuples, c'est pas nouveau. Non, c'est pas C'est nouveau. aussi ancien que les êtres humains, parce que les êtres humains bougeaient, il y avait des interactions de différents. Mais c'est quoi de nouveau maintenant? C'est quoi de spécifique dans le temps que nous vivons? Et c'est ça qu'on a besoin de regarder, de cette expérience entre mobilité de population, ça c'était toujours là, mais d'une façon très différente, ce qui s'est produit depuis, disons, quelques siècles, disons particulièrement dans le dernier siècle et jusqu'à maintenant, d'une façon très particulière, que les populations d'un coin du monde qu'ailleurs qui s'est Est-ce qu'il n'y a pas, en particulier, je vais prendre une référence, celle de l'arrivée de l'anthropologie dans tout ce contexte qui inclut le cadre colonial que tu évoques. Il y a quand même quelque chose que je donnerais à cette discipline, c'est d'avoir quand même contribué à reconnaître de la différence avec des tas de maladresses, mais il y a quand même tout un mouvement important pour ça. Puis, de faire en sorte, le plus possible, que cette reconnaissance-là, on parlait de diversité intrinsèque, il y a quand même un peu de cela dans ce que cherche l'anthropologie, en même temps que par toutes sortes de... On ne va pas entrer dans toutes les grandes théories anthropologiques, mais il y a quand même l'idée que l'humanité, elle est peut-être un grand tout. On ne sait pas encore ce que c'est d'ailleurs l'humanité, mais risquons le mot. Mais cette humanité-là, elle est faite de sa propre pluralité. On a eu le grand défaut, c'est qu'on a découpé, nous aussi, des peuples, des cultures. On a essentialisé, on a eu beaucoup on a fait des erreurs scientifiques importantes. On a fait ça, mais absolument. En même temps, l'intention, du point de départ, je dis, il faut la reconnaître, il faut reconnaître ce travail. C'est ça, absolument. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître les limites de ça, qu'est-ce que c'est fait. Parce qu'on a regardé les autres, mais on n'a pas regardé nous-mêmes. Exact. Donc, c'est ça une des choses que j'apporte comme mon point critique de l'anthropologie, c'est que ces cultures existent ailleurs, que chez nous, on ne regarde pas nous-mêmes. Mais tout le monde, on va aller étudier. Et plus c'est exotique, c'est mieux que c'est. C'était, bon, je pense qu'au début de l'anthropologie, c'était ça. C'était ça. Et c'est encore... il y a une part de ça, de cet héritage qui reste. Parce que l'épreuve suprême, c'est quand même de rencontrer l'autre le plus loin possible. Mais l'autre... Mais chacun, il y a, bien sûr, il y a une contribution. Quand je regarde du côté de point de vue de l'Occident, c'est découvert de l'autre à travers la discipline telle que l'ethnographie, ethnologie, anthropologie, tout ça. Bien sûr, l'archéologie, c'est autre façon, là. C'est une façon. C'est pas l'autre façon. Mais ça contribue à certains niveaux, de certaines sensibilisations de l'existence de autre chose, autre culture, autre peuple, sensibiliser ici, la population ici.
Donc, pour moi, j'ai fait une certaine distinction, la contribution anthropologique, d'étudier l'autre d'abord. C'est aussi l'étude, c'est pas la même chose que côtoyer l'autre. Pour bénéfice de l'humanité, c'était pas ça, c'était beaucoup plus de connaissances, construction de savoir, et puis et aussi c'était lié à l'époque, bien sûr, avec tout le mouvement politique colonial. Quand je lis des choses qui s'étaient passées en Inde, pour informer le colonisateur, c'est des anthropologues, des ethnologues étaient la base de leur information. Donc, toutes ces choses-là, pour dépasser tout ça, par contre, ça a apporté au moins la reconnaissance de l'existence de d'autres mondes. Oui. Et puis, et après ça, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Et dans cette reconnaissance, comment on positionne en tant que quelqu'un qui étudie ces autres mondes, et comment moi, en tant que quelqu'un qui étudie ça, chercheur, comment je me positionne là-dedans en rapport avec l'autre. Je pense que l'anthropologie va bénéficier beaucoup plus. Donc, d'après moi, je ne suis pas un anthropologue, je suis un interculturologue ou quoi. Et si on ne bénéficie pas de ces pas, on ne fait pas ces pas interculturels, c'est-à-dire il y a un intra-cheminement à faire, qui nous sommes quand je rencontre l'autre. Et là, moi, je pense que ça va être beaucoup plus en termes autant de connaissances, mais autant de, surtout, moi, je parle de plutôt expérience de la rencontre de l'autre, qui peut donner de certaines pistes de solutions parce que l'autre apporte d'autres savoirs. Exact. Et puis les conditions humaines aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une seule façon avec un regard d'une culture, avec une fenêtre qu'on va regarder, mais conditions humaines, à cause de cette diversité qui existe dans le monde, on a besoin d'avoir ces divers regards sur les mêmes conditions humaines. On n'a pas la même façon de voir les conditions humaines. J'aime beaucoup l'anthropologue Vivero de Castro et son point de vue sur le perspectivisme. Pour moi, ça fait partie de la pensée sur la diversité profonde ou intrinsèque et intrinsèque. Il fait ce travail à partir des mondes amazoniens. Mais pour moi, je reprends ça et je me dis, et pourquoi ce ne serait que la réalité des mondes amazoniens? Les mondes amazoniens permettent de révéler quelque être vivant que ce soit, d'une certaine façon, il est positionné dans un univers relationnel complexe et que une réalité peut être vue de plusieurs perspectives en fonction de la position qu'on occupe dans l'espace, disons ça comme ça, si on veut être un peu... Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que cette idée de multiperspectivisme pourrait, je pense, nous aider à concevoir un peu plus, à arriver à concevoir cette notion de diversité profonde à quelque échelle que ce soit. Et il me semble, dans ce que tu dis, que le rapprochement dans l'interculturel, qui est une manière d'entrer dans les perspectives et les expériences de l'autre, mais je ne veux pas essentialiser l'autre, ça m'énerve énormément. Donc, mais dans ce rapprochement-là, je ne vois pas comment, anthropologue ou pas, on peut arriver à ça sans un travail personnel.
sans un travail absolument. approfondi. Et peut-être que c'est ce qui manque à l'anthropologie qui persiste, pour toutes sortes de bonnes raisons aussi, mais persiste à rester dans un cadre de connaissances et de savoir et avec les normes qui entourent qu'est-ce que c'est que la construction d'un savoir aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, mais en même temps, le message que l'anthropologie veut livrer, je pense certainement qu'elle ne peut pas le livrer complètement sans un appel à une transformation qui n'est pas seulement celui des cadres sociaux qui nous enferment, incluant le grand cadre colonial, mais aussi le travail que chacun doit faire finalement pour reconnaître, j'ai envie de dire, sa propre étrangeté aussi. Nous sommes des êtres qui portons de la diversité et de reconnaître cette diversité intérieure. Ça commence par la personne d'abord. Sinon, si on commence par l'autre bout, puis, et je pense que c'est ça comme un domino. On commence par la personne, par la famille, par la communauté, puis et les différents aspects de la société. C'est comme ça on peut apporter, si on envisage de certaines transformations. Qu'est-ce qui fait Kalpana, du vrai changement maintenant? Qu'est-ce qui fait que des notions comme une meilleure, je vais utiliser des mots tous aussi imparfaits les uns que les autres, mais une meilleure cohabitation, un meilleur vivre ensemble, une meilleure, des interactions plus positives, le sentiment d'être enrichi en acceptant la diversité, en vivant avec la diversité. Où est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça fonctionne si bien? Oui, moi je pense que ça va être toujours... On a besoin de vivre avec les limitations humaines, ça c'est sûr. Mais quel chemin on va prendre? C'est ce qui est plus important, poser la question. Quelle façon on va l'aborder? Pour moi, quand on parle de vivre ensemble, la tolérance, le respect, pour moi, c'est devenu quelque part les mots vides. Oui, ils se sont vidés de leur sens. Et puis le sens. Oui, on va vivre ensemble, mais on ne le connaît pas. On ne se connaît pas. Je ne connais pas mon voisin du tout. Mais je peux être très pacifique. Je peux vivre à côté de l'autre. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui va apporter une cohabitation transformative. C'est là qu'on peut avoir certaines tolérances, certaines paix sociale, cohésion sociale, et des fois, ça fait par la législation qu'on va apporter la cohésion sociale. Bien sûr, quand il y a des crises quelconques, on a besoin d'avoir des outils de ce genre-là, mais transformation ne viendra pas de là. C'est moi, mon rapport avec mon voisin. Comment je vis mon voisin. Et là, on a besoin de reprendre des mots. Est-ce que le respect, est-ce que je peux vraiment respecter quelqu'un si je ne le connais pas? Et j'ai une âge, je n'ai pas besoin de connaître la personne, mais je le respecte. Dans le discours sur la diversité, il y a beaucoup de valeurs, on va parler de tolérance et respect, mais c'est des mots devenus, d'après moi, pour moi, assez vides. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Surtout dans le discours public, oui. Ça dépend qui je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et pour développer le respect, j'ai besoin de connaître. Et qu'est-ce que l'autre qui peut m'enseigner que je ne connaissais rien. Je n'avais pas d'idée. Mais aujourd'hui, on voit que ça a pris beaucoup d'ampleur, la question de l'environnement écologique. Et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, on ne pose pas jamais la question des sagesses des nations, Premières Nations, dans le discours public. Comment traiter la question de l'environnement. Qu'est-ce que c'est? C'est toute une mine de savoir qui existe,
et savoir-faire qui existent, mais on va parler comment ils sont des victimes, on voit quelle justice on peut l'apporter chez eux, puis, et tout ça. Mais première justice, c'est que pour reconnaître qu'est-ce qu'ils ont à contribuer, disons, je parle d'environnement seulement maintenant, quelle contribution de leur savoir et savoir-faire peut apporter comme une des réponses sur cette question de notre démarche face à un problème d'environnement. Pour moi, quand je parle de diversité intrinsèque, et quand je parle de reconnaître l'autre, pour moi, si on regarde de l'angle de alternatif, des réponses alternatives interculturelles qui on peut aller chercher en rentrant en contact, en interagir, et puis en interaction, en échange de savoir. On a besoin d'aller jusque-là, pas seulement avoir la tolérance de ce que la diversité on voit superficielle sur la surface, et on va être tolérant de tout ça. Mais qu'est-ce que les autres peuvent m'apprendre? Chacun de nous. Et quelle contribution de ce savoir qu'on peut apporter dans notre vie, conditions humaines, communes qu'on vit à l'heure actuelle. Moi, je pense que ça va apporter certaines réponses que nous cherchons. Ce qui ne peut pas risque pas être encore une autre fois au nom de l'interculturalité. On rentre dans un monoculturel. Ouais. Parfois, dans le discours interculturel, comme dans un certain discours anthropologique, on perd, il me semble, mais je pose la question pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? On perd une partie de la diversité intrinsèque qui renvoie à quoi? Ce que j'appellerais la pensée de l'écart. C'est-à-dire que autour d'une norme donnée, il y a toujours une part d'écart. Si on prend la santé mentale, qui est un cas qui m'intéresse énormément, la diversité, elle est là aussi, dans une multiplicité de possibilités, de comportements humains, par exemple face à la souffrance, face à l'expérience de la souffrance. Si on pense à des réalités comme l'enfance des autistes, c'est autre chose. Donc on pourrait aller comme ça. Absolument. Énormément. Et parfois, dans l'interculturel, même si je pense qu'on ne s'est pas fait avec une mauvaise intention, mais pour que chacun reconnaisse sa propre diversité, sa diversité intrinsèque. Je crois que tous les registres doivent être évoqués. Et je ne sais pas, le chemin, tu évoquais le chemin tout à l'heure, le chemin des figurines, elles ne savent pas où elles s'en vont exactement. Et notre chemin dont on parle maintenant, je ne sais pas plus, vraiment. Mais je me pose cette question-là, et je me demande si pour toi c'est une question en interculturel, s'il n'y a pas eu des accents en voulant faire reconnaître bien, par exemple, la femme musulmane et son voile, ou encore un autre groupe et d'autres signes distinctifs, on a mis beaucoup d'accent sur ça. Et malheureusement, quand tout ça s'est pris dans les médias puis dans le discours public, ça tourne dans les grandes idéologies, ça ne tourne pas toujours comme on veut. Et je me pose la question de l'éducation du public, que le grand public soit capable de reconnaître c'est quoi la différence. Est-ce que c'est strictement une différence culturelle? Est-ce que ça va plus loin que ça? Comment on travaille cette question de la différence? Ce sont des questions que je me pose. Elles sont pas... il y en a, pour moi, la différence, ça nous ramène à nous-mêmes. Et c'est ça qui, nous-mêmes, ça veut dire, ça nous fait réagir, soit positivement, ça nous fait rejeter la différence parce que ça me dérange, parce que ça ne rentre pas dans ma façon d'être,
Ça ne rentre pas dans ma façon de faire des choses. Donc, je peux être très indifférent à toute chose qui me dérange en tant qu'autre chose. Donc ça c'est au fondement, parce que je me rappelle à l'époque, on a eu beaucoup de discussions. Encore, c'est là et il faut travailler de similitude, pas les différences. Hein. Mais j'ai dit, la similitude, ça ne fait pas de problème. On est tous pareils, on va être corrects. Mais il faut comment découvrir, comment aborder la différence et prendre tout le paquet. Ça me dérange et ça m'intrigue. Et comment apporter cette attitude. C'est ça qui est comment on apporte, comment on parle à nos enfants de différence. Ça commence là. Oui. Hein. Donc, on peut travailler. Oui, bon, en Afrique, ils n'ont pas grand-chose, donc ils sont pauvres, ils marchent comme ça. Est-ce que c'est la bonne façon d'aborder? Hein? Donc, moi, je pense de des petites choses à de jeunes enfants, comment on va les élever, nos enfants, dans ce contexte qu'ils côtoient la diversité tout le temps.